Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de votre émission par excellence. Que voulez-vous faire de la RDC? Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le 1er janvier 2013. Nous ne pouvons que commencer notre émission de ce soir en vous souhaitant nous vœux le meilleur pour cette année. Et par rapport à ça, notre émission a le plaisir de recevoir pour le numéro 1 de l'année 2013 un des acteurs majeurs de la société civile qui a la personne de M. Norbert Yamayamba. Bonsoir, M. Norbert. Bonsoir, M. Cyril. Notre émission ne peut que vous souhaiter une heureuse année 2013. À vos autant. Merci beaucoup. Voilà, notre émission de ce soir, nous allons nous échanger avec notre invité sur un seul point, à savoir l'évaluation de l'année 2012. Chers invités, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas directement entamer cette année 2013 sans qu'on fasse des pas de recul, sans qu'on fasse une analyse approfondie de cette année qui venait de passer. Alors, Monsieur Norbert, si on vous demandait un peu d'évaluer l'année 2013 sur les plans politiques, économiques, social, comment est-ce que vous pouvez le faire? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir participer à ce premier numéro de cette émission pour l'année 2013. En tout cas, je voudrais profiter de cette opportunité pour te présenter aussi meilleurs vœux. Oui, merci. Meilleurs vœux et plein fait à votre émission. Oui. Je ne peux pas non plus oublier mon épouse, mes enfants, la famille Yamba dans son ensemble, pour que cette année soit la plus déterminante et que plein de succès, plein fait, et que ça nous apporte de bonnes choses dans toutes nos entreprises. Par rapport à votre question, il est difficile facilement de pouvoir faire une évaluation, surtout que je suis évaluateur de formation, dès lors que je n'ai pas la matrice, la matrice qui détermine les activités, les indicateurs objectivement vérifiables, etc. Et tout cela permet véritablement de faire la comparaison. Bon, j'en ai pas, ça c'est évident, mais nous allons quand même faire un exercice un peu plus global pour voir un peu ce qui s'est passé pendant cette année 2012. Vous l'avez dit, sur le plan politique, l'année 2012 a été caractérisée, comme vous pouvez bien le remarquer, par la présence de ce que je peux appeler la crise politique. La crise politique, après la mise en place des institutions et ici des élections 2011, il y a une sorte de crise politique. Oui. Une sorte de crise politique étant donné le déroulement anodin des élections 2011 qui visiblement a été considéré par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux, y compris les chefs de l'État, comme étant des élections qui visiblement ne se sont pas bien déroulées. Ne se sont pas bien déroulées, surtout que l'on a assisté à une sorte de contentieux, un taux de contentieux très élevé, 650 cas de contentieux, etc. Il y a même des députés qui étaient déjà opérationnels, qui ont dû quitter l'Assemblée, etc. Et donc, cette crise a permis aujourd'hui qu'il y ait une sorte de contestation. Vous avez le groupe IDPS qui ne reconnaît pas véritablement la légitimité du régime, de la majorité actuelle. Et cette contestation donne une sorte de crispation politique. Et lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a généralement ce qu'on peut appeler la recrudescence de la violence. Et il n'y a pas de base solide pour construire la dynamique du développement de la République. Je suis très heureux qu'à la fin de l'exercice annuel, le président de la République a reconnu qu'il n'y avait pas de cohésion nationale. Et qu'il était nécessaire naturellement que cette cohésion revienne. Et qu'il avait promis qu'il prendrait des mesures le plus rapidement possible pour construire cette dynamique gagnante, des synergies gagnantes. Et voilà un peu sur le plan politique. Il y a une sorte de flou artistique, mais bon,
Quand cela ne tient, les institutions continuent à fonctionner. Sur le plan économique, le gouvernement de la République, j'allais dire le gouvernement Matata, a été mis en place un peu en retard, 7 mois après les élections, et qu'il fallait un programme, un budget qui était élevé à 7 milliards de dollars, et vous savez que dès 7 mois étaient déjà finis, on avait utilisé le crédit provisoire, semblait-il, mais curieusement, on n'a pas ressenti visiblement ce que cela donnait en termes de répercussions. On a compris tout de suite qu'on était véritablement vers la fin de l'année et que l'argent était déjà consommé. Mais il faut noter quand même certaines avancées. La bancarisation de la paye des fonctionnaires de l'État, cela est une décision, et je considère la plus grande décision du gouvernement de la République. Je ne veux vraiment pas revenir sur les prévisions de ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'il a dit qu'on devrait mettre en route un vivier d'intelligence dans notre pays. On devrait construire un pays prospère au cœur de l'Afrique. On devrait promotionner l'énergie. On devrait améliorer l'environnement. On devrait promouvoir l'agriculture. On devrait arranger les infrastructures de base. On devrait. Et c'est comme ça que je disais la difficulté de pouvoir faire une appréciation. Secteur agricole, semble qu'on a donné un peu d'appui. Salut, parce que c'est sorti de zéro. Aujourd'hui, on est à 3,2. Mais ça aussi, ce sont des moyennes statistiques. Maintenant, le problème, c'est que le peu d'argent qui a été donné au ministère de l'Agriculture, comment va-t-on utiliser? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, quelle est véritablement la politique du ministère? Parce que lorsque on est dans un processus de promotion agricole, il y a 7 composantes importantes. Il y a d'une part le budget. Or, le budget lui-même était très maigrichon. Très maigrichon. Il y a le crédit. Il n'y a pas d'institution de crédit pour promotionner le secteur agricole dans notre pays. Il n'y a pas, vous savez, le bâtiment qui faisait office de la Banque de crédit agricole, ce bâtiment a été confié à un autre service de l'État. Et donc il n'y a pas de crédit. Les différentes banques étrangères qui sont opérationnelles chez nous ne donnent pas de crédit, en tout cas surtout pas agricole, à moins qu'à les ressortissants. Mais pour nous les Congolais, moi je ne vois pas des petites et moyennes entreprises agricoles et qui ont reçu véritablement des crédits par rapport à ça. Et l'écart qui est rare. Il y a trop de complications au niveau des procédures, etc. Il n'y a pas supplément par rapport à ça. Et donc le politique gouvernemental autour de ces différentes questions n'est pas encore de mise. Il y a l'énergie électrique. Vous voyez ce que cela représente tout le temps de délestage. Ça, on parle de Kinshasa. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur, aujourd'hui, on n'est pas au-delà de 6% de ce qui représente les taux de desserte en électricité. Moi, j'aurais aimé qu'on nous dise quel est l'état zéro de la situation et combien on a ramené. Il me semble qu'on n'y est pas encore. Il en est de même de l'eau potable. Vous ne pouvez pas imaginer, on est à quelques kilomètres du centre-ville. Je prends par exemple sans fil ici à Mongafula. Les gens n'ont pas l'eau, mais ils sont plus de 300 000. Un projet a été déjà rendu opérationnel, un projet qui a été prévu déjà à 3 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 ans, 3 ans et demi. Et on vous dit non, on ne sait jamais, il y a un problème, un projet de 22 millions de dollars pour une induction d'eau gravitaire. Et qui fait 3 ans. Ça, c'est un problème réel. Si je parle de Mongafula au niveau d'Anvrac, etc., j'allais dire Mongafula sans fil. Mais écoutez, et l'intérieur? La régie des eaux qui fonctionnait à l'époque, etc., aujourd'hui, à cause de carburant, de lubrifiants, ça pose problème. À l'intérieur de la République, ça pose problème. Les infrastructures, ok, les infrastructures, on a vu dans la ville de Kinshasa certaines réalisations, on a vu dans la ville de Lubumbashi certaines réalisations, mais c'est encore maigrichant. Vous savez, le Premier ministre a prévu, même pour ce budget ici, 813 kilomètres. Et pourtant, nous avons un potentiel de 152 000 km et de routes. Nous avons 88 000 km de routes de desserte.
tout ça, les problèmes sont encore là. Dieu merci, le Premier ministre n'a pas promis les locomotives pour les trains. Mais là aussi, il faut arranger les chemins de fer, etc. Ils sont 7000 km à réparer, en dehors des locomotives. Encore que ce n'est pas encore venu. Ça, nous entendons bien entendu par rapport à ça. Il en est de même le fleuve, le balisage pour permettre la circulation de bateaux. Il y a 14 000 km à baliser. On n'a pas encore fait ça. Et puis l'ONATRA doit avoir véritablement ces bateaux, alors les nouveaux bateaux, quoi, pour permettre naturellement les transports des biens et des personnes à travers le pays. Ça, c'est sur le plan économique. Donc le secteur agricole aujourd'hui ne représente pas aucune devise en exportation. Rien du tout. Et on attend qu'on y investisse un peu d'argent pour que, visiblement, on puisse voir. Mais au moins pour 2012, on a peut-être posé des jalons. Il y a le secteur environnemental. Le secteur environnemental, on est là. Vous avez vu, presque tous les espaces verts sont lotis. Les nouveaux riches occupent, oubliant que tous ces espaces verts servent de pouvoir donner l'oxygène pour la respiration. C'est comme ça que vous voyez tous les changements climatiques, etc. Il n'y a pas une politique très cohérente par rapport à cela. Plus grave encore, les 80 sociétés forestières ne donnent que 0,7% dans le produit intérieur brut. Ça aussi, ce sont des questions très questionnantes qui demandent véritablement que le gouvernement puisse justement... Bon, tout compte fait, sur le plan économique, vous savez, il y a maintenance aussi des équilibres au niveau de la macroéconomique. Ça, on le dit. On parle de plus en plus d'un taux de croissance de 7,2. Diminution du taux d'inflation de 3, quelques. OK. Bon, ce sont des moyennes statistiques. Il faut qu'il y ait des répercussions. Il me semble que cette croissance économique n'a pas encore eu de répercussions sur la croissance sociale. Parce que véritablement, les gens sont toujours mal payés, les gens n'ont pas de logement, les gens ne mangent pas bien, toutes les routes dessertes, elles sont encore potentiellement réparées. Et donc, on est dans cette situation-là. Bon, écoutez, je ne peux pas dire que c'est le gouvernement Matata. Au moins, lui, il a pris la décision de pouvoir bancariser, encore qu'on est en train de récupérer un peu d'argent, parce que là aussi, c'est la poubelle. Mais moi, j'ai dit, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est quand même très important qu'on y ait un peu plus d'imagination pour générer des ressources. Parce que, croyez-moi, 7 milliards de dollars, ça ne représente rien. Je disais que l'autre fois, les panels de chercheurs avaient déjà prévu que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut avoir un budget de plus de 55 milliards de dollars pour l'année suivante. Bon, quelqu'un dira que c'est un cas d'école, ça c'est évident. Mais vous avez suivi le débat qui s'est fait autour de la GCAMIN aujourd'hui. Quelqu'un qui achète, n'est-ce pas, l'action qui achète le gisement à 70 millions et finalement il va vendre à 350 millions. C'est ce qui fait aujourd'hui le comportement réfractaire du Fonds monétaire international qui vous souhaiterait voir un peu plus clair par rapport à cette question. Ouais. Toutes ces questions faisant commune, vous savez qu'il y a encore beaucoup de défis à relever et j'estime que le Premier ministre doit se battre par rapport à cela. Le social, moi j'en ai déjà parlé, les enfants, les parents continuent à payer les études de leurs enfants. Et pour avoir quelle formation? Une formation au rabbin, sans didactique, sans bibliothèque. Les professeurs sont là avec des vieux syllabus, non révisités, simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne peuvent pas aller sur le net, ils ne peuvent pas avoir l'information. Tout cela, il faut des moyens, ils n'ont pas de budget. Voilà, donc le vivier d'intelligence tel que prévu par le Premier ministre, c'est tout un problème. Il me semble que ça n'a pas été réalisé, encore que c'est un programme pour 10 ans. Donc, disons que tout compte faire, on est en train de mettre les bases. Il faut positiver la dynamique par rapport à celui qui pilote le gouvernement aujourd'hui. Moi, je suis très désolé de voir que, bon, je commence à voir la majorité des gens sortir à la télévision pour s'attaquer à lui, etc., etc. C'est comme s'il y a une intention de le faire partir et quelqu'un d'autre puisse prendre. Peut-être parce que, bon, on a tout bloqué, pas tout bloqué. Il y a des endroits qui sointent. Mais le gars, il a une certaine rigueur, il est en train de suivre sûrement les choses pour bloquer. Et comme les gens n'ont plus d'argent, on commence à dire non, non, c'est un Premier ministre qui n'a pas été élu, c'est un Premier ministre qui a été nommé, le président n'a pas suivi la règle, et maintenant, s'il était élu, il aurait la base et on le soutiendrait. Or,
Il est contre la population parce que, non, écoutez, là, je ne vois pas, au sein de la majorité, qui peut faire mieux. Qui peut faire mieux? Je ne vois pas encore. Peut-être qu'il y a des gens qui se cachent, etc. Mais ce n'est pas honnête. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a tout intérêt à soutenir Matata. Parce que imagine-toi qu'aujourd'hui, Matata s'en va, mais le système de copinage va revenir. Ce que nous demandons simplement au Premier ministre de Matata, c'est aussi de payer les créances internes. Aucun pays ne peut se développer s'il n'y a pas d'opérateurs économiques. Je voulais qu'on revienne un peu là. Vous avez parlé sur le plan politique. Je voulais qu'on revienne parce que vous savez que la politique, c'est elle qui a la priorité sur l'économie du pays. Oui. Vous allez évoquer sur le plan politique, vous allez parler de la crise au sein du pouvoir. Il y a crise au sein du pouvoir, ouais. Il y a crise au sein de l'opposition, ouais. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas un porte-parole. Ouais. Il y a crise au sein de votre structure, la société civile. Ouais. C'est que, bref, sur le plan politique, si on peut conclure, en quelques secondes, sur le plan politique, ça ne va pas. Oui, mais écoutez, dans une société où il y a crise, est-ce que ça ne va pas? Au moins, la crise est toujours en amont du progrès. Au moins, on est conscient qu'il y a crise et que les gens doivent s'investir naturellement. Et la guerre de l'Est, vous la suivez dans quel jeu? Écoute, la guerre de l'Est, c'est toujours sur le plan politique, sur le plan de la sécurité. Cette guerre aussi est venue bouleverser un certain nombre de choses, au point où l'analyse ou l'évaluation devient très très difficile, parce qu'on ne sait pas combien on investit pour la guerre de l'Est, etc., qui est une réalité vraie. Et donc, cette guerre, c'est un problème réel. Mais croyez-moi, il n'y a pas de société sans crise. Et lorsqu'il y a crise, il faut avoir la volonté de rechercher des solutions. Le comble, c'est que lorsqu'on parle de la crise politique, vous voyez là, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et généralement, ceux qui sont au pouvoir, parce que véritablement, la culture qui s'est domestiquée dans le pays, c'est une culture de jouissance. Hein? C'est une culture de jouissance. Quand on est au pouvoir, on est dans un poste, on croit qu'on a eu le privilège de prendre les ressources de l'État de manière officielle, parce qu'il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de suivi, rares sont les évaluations conséquentes, etc. Et donc, on ne veut pas que les politiciens s'entendent. Les politiciens qui sont au pouvoir ne souhaitent pas qu'il y ait attente avec d'autres politiciens de l'opposition. Ils mesurent difficilement l'imbrication incidentielle qu'il y a entre cette contestation et les effets de ce qui représente les actions menées par le gouvernement. Et pense que si ceux qui sont à l'opposition discutent avec le pouvoir, à ce moment-là, il y aura partage de postes et beaucoup d'entre eux risquent de perdre. Et ils tiennent mordicus à ce que la crise persiste pourvu qu'ils puissent continuer à rester dans l'euphorie de jouissance. Oui, Monsieur Norbert Yamayama, vous êtes un acteur majeur au sein de la société civile. Si je vous ai invité pour faire une première émission d'évaluation de l'année 2012, et ce n'est pas par hasard, Monsieur Norbert, vous ne voyez pas qu'il y a certains comportements que nous assistons ici en RDC, on ne peut que le voir ici chez nous en RDC. Par exemple, ce que vous dites là, les politiciens ne veulent pas s'entendre pour l'intérêt supérieur de la nation. Or, l'objectif principal de notre émission ici, que voulez-vous faire de l'RDC, détruire ou construire, c'est de ramener les Congolais à aimer. Vous ne voyez pas que ces comportements de s'accrocher, de ne pas vouloir parler avec son frère, ce n'est qu'au Congo, hein? Bon, écoutez, le pouvoir, c'est très compliqué, cher Cyril, mais je considère ça comme des douleurs d'enfantement. Nous sommes dans un processus de rationalisation de la culture politique. Il me semble qu'il y a encore déficit. Mais bon, il faut donner le temps au temps. Mais ce qui est vrai, c'est que, préoccupé par cette question, vous savez, je fais dans le cadre de ce que je fais comme activité, moi, je dis prendre contact avec une fondation allemande qui s'appelle Fondation Friedrich Ebert. Et j'avais demandé à cette fondation pour qu'on puisse inviter les politiciens à Berlin, vérifier comment fonctionnent les institutions politiques, comment se gèrent les conflits en Allemagne. Je crois que c'était en juin, nous étions avec une délégation
des députés de l'opposition et des députés de la majorité. On est arrivé en Allemagne. Et le premier constat qu'on a trouvé, c'est que les Allemands sont très avancés dans la recherche des solutions aux problèmes de la population, au-delà des clivages politiques ou idéologiques. Tenez, au niveau national, au niveau fédéral, bien entendu, il y a le parti qui a gagné les élections. C'est véritablement le parti conservateur, de CI de Mme Angela Merkel. Et le principal parti d'opposition, c'est le parti social-démocrate, qui est véritablement le parti de l'ancien président Friedrich Ebert. Et bon, au niveau national, toujours, les partis d'opposition, vous trouvez les sociaux-démocrates et vous trouvez le Vert. Mais les partis qui sont au pouvoir, vous trouvez les conservateurs et les libéraux, qui sont en alliance. Comment ils sont en alliance? Eh bien, ils ont vu qu'ils pouvaient constituer une majorité requise en définissant les priorités ensemble, en mettant en place un agenda stratégique et qui devrait être articulé dans un programme gouvernemental. Et c'est sur base de ce programme, ils gèrent ensemble. Et plus grave encore, on a effectué un déplacement, nous sommes arrivés jusqu'à province, la province d'Erfurt, pour vérifier un peu comment ça se passe. Et là, en province, le parti qui a gagné les élections, c'est toujours le parti conservateur, qui en réalité, seul, ne peut pas avoir la majorité pour gouverner. Et le deuxième parti, c'est le parti social-démocrate qui est en opposition principale au niveau national. Alors maintenant, pour aider la population, si les deux partis ne peuvent pas être ensemble, la situation de la population en pâtit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire un compromis, des concessions. Des concessions, et ils ont mis en place des thématiques, des priorités qui doivent les aider à pouvoir gérer ensemble. Vous imaginez des partis qui sont en opposition et qui deviennent finalement des alliés. Et pourquoi? Simplement parce qu'il faut répondre aux préoccupations de la population. Et le parti libéral, qui était au niveau national, naturellement, passe à l'opposition au niveau provincial. Le parti vert, qui était l'allié du parti social-démocrate au niveau national, passe en opposition au niveau de la province. Mais au moins, le budget de l'Assemblée provinciale, 25% du budget sont confiés à l'opposition pour qu'elle puisse avoir ses bureaux, puisse avoir ses services, pour qu'elle puisse faire le monitoring et faire un contrôle qui permette à ce que la performance des institutions. Chez nous, de tels accords sont difficiles parce que les gens sont cupides et les gens raisonnent avec émotion. Ce n'est pas la préoccupation. Les gens raisonnent en faisant des calculs. Des calculs. Parce que ici, chez nous aussi, le problème, c'est le problème de repositionnement. Oui. Et à telle rencontre, les gens font déjà des calculs. Et puis, vous voyez, si c'était chez nous, on dirait non, on a acheté ou on a débauché. Et puis, il faut dire que les politiques, par exemple, la majorité, il y a des politiciens. Si dans l'hypothèse que Kabila s'attend avec Tshisekedi aujourd'hui, on forme un gouvernement, beaucoup vont tomber. Mais ils ne peuvent pas accepter. C'est comme ça que vous entendez, même quand le président parle de la cohésion nationale, eh bien, tout de suite là, on vous dit non, non, oui, la cohésion nationale, c'est à condition. C'est juste pour que la guerre se termine. Le péri dans la demeure, pas question, naturellement, de partage du pouvoir. Et ils dévancent les choses, oubliant que lorsque ces acteurs politiques ne s'entendent pas, il n'y a pas cohésion et le pays restera toujours fragilisé au point où le peuple ne va pas trouver son compte. Et au moins trouve des comptes parce qu'ils roulent carrosse, ils sont bien, ils mangent bien, ils ont des logements, etc. Ils se promettent à travers le monde, leurs enfants savent aller à l'école, mais ce n'est pas le cas pour le petit peuple qui a besoin que les acteurs politiques s'entendent pour qu'il y ait répercussions. C'est ça le grand problème. Ben, Moutandis pour la société civile qui, visiblement, quelqu'un nous disait à l'école, en deuxième CO, que l'eau prend la couleur de vase qui la contient. La société civile opère dans un environnement bien déterminé et il prend la couleur, c'est pas, de cet environnement. De la même manière que les politiciens sont à vue du pouvoir, la société civile est en train de glisser vers les comportements, n'est-ce pas, des politiciens, encore que nous nous sommes battus par écrit pendant tous ces temps pour construire une dynamique d'une société civile responsable, capable de pouvoir jouer le rôle de garde-fou pour notre pays. Mais aujourd'hui, parce qu'on a prévu quelque chose, la CNI pour qu'il soit dirigé encore que de manière minoritaire par la société civile,
Ces sociétés civiles de s'entendre pour savoir qui faut-il choisir ayant les profils, le background nécessaire avec une grande vocation, un grand engagement, de grandes compétences pour que aucun politique ne puisse justement influencer dans le sens de fragiliser la société. Non, aujourd'hui, chaque société civile cherche un groupe de politiciens, cherche à créer des relations dans la perspective que bon, tel ou tel soit choisi dans la perspective de vouloir jouer la quête des résonances. Or, c'est jouer la quête des résonances qui a fait qu'aujourd'hui la crise politique a persisté. Il faut donc, dans la classe politique, qu'on puisse se dépasser pour qu'il y ait véritablement il y ait un partage de rôle. Il y a des gens qui sont appelés à gérer la République, c'est la majorité au pouvoir. Il y a des gens qui sont appelés à conquérir, exercer conserver le pouvoir par l'alternance, c'est l'opposition politique. Et il y a des gens qui sont appelés à surveiller et à jouer le rôle d'arbitre lorsque les deux camps ne s'entendent pas, c'est la société civile. Et aujourd'hui, la CNI, c'est un organe d'appui à la démocratie qui visiblement est le rôle naturel de la société civile. Et il devait, en principe, revenir de fond en comble la société civile. Mais bon, quand cela ne tienne, comme ils savent qu'il y a des sociétés civiles qui bouffent dans leur atelier, je considère ça comme les douleurs d'enfantement, et bon, ils veulent être là-bas. Mais le plus grave, c'est que au lieu d'être là-bas pour surveiller le comportement des acteurs de la société civile qui doivent naturellement gérer cette commission, non, ils veulent être majoritaires. Et plus grave, la majorité veut avoir 6 personnes, l'opposition 4 personnes et la société 3 personnes. Mais... Où a-t-on vu, il faut que je termine, cher ami, où a-t-on vu vous jouez un match de football? Et puis, vous, il y a Imana, il y a Vita. Et vous voulez être à la fois joueur et à la fois arbitre. Et puis il y a 2 arbitres pour l'un, un arbitre pour l'autre. Mais vraiment, c'est une confusion terrible. Moi, sincèrement, je lance un appel au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a un travail de titan qui a été fait par l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'ils ont fait un déplacement. Ils ont d'abord accepté coup de chapeau 2 personnes, aujourd'hui c'est 3. Et le Sénat, que je considère comme véritablement à la préoccupation du bon fonctionnement de notre société, vient de proposer 16 personnes. Et dont le 2 tiers, c'est la société civile. Moi, je crois que c'est cette approche qu'il faut suivre. Je vois les gens comme Oubem Mounakou, qui sont de cette génération universitaire de son État. Il a la chance aujourd'hui, avant 50 ans, d'être responsable dans une institution comme celle-là. Demain, les générations futures nous poseront la question, l'histoire nous posera la question. Est-ce que vous n'aviez-vous pas des jeunes avec fraîcheur d'esprit, avec des grandes vocations, avec un décollage psychologique, etc. Vous n'aviez pas ces gens-là pour comprendre comment la société fonctionne? J'ai une question. Et ça, on en a besoin. Il est anormal qu'un homme de la trempe de Kengo qui est, comment on en dit, septentenaire, et est favorable. Et pourquoi Aubin ne ferait pas la même chose pour que l'Assemblée, justement, puisse aussi accepter qu'on doit pouvoir confier la responsabilité à la société civile? Je termine en vous disant que, et là j'aurais pu, par l'exemple que j'avais donné avant, au Mali, il y avait, en Guinée, Conakry, lorsqu'il fallait mettre en place la CNI, etc. Mais on a dit, pour construire la confiance, pour rassurer les uns les autres, il faut chercher quelqu'un crédible. Alors, si chez nous il y a la pollution, alors au Mali, il y a un général à la retraite qui peut être président de la CNI. Des communs accords, les 2 partis sont allés puiser un général à la retraite. Parce que là, la retraite politique. Voilà. Et donc, mais chez nous, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? En ayant 6 personnes majorité et 4 personnes opposition, 3 personnes société civile, qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on veut